Marine Le Pen condamnée à l'inéligibilité. Tu vois? Et moi aussi je galère à le dire ça. Moi À aussi je galère à le dire. l'inéligibilité. Non, c'est dur. L'inéligibilité. L'i l'inéligibilité. Franchement, il est Voilà. pénible ce mot. Ouais, bah, elle est pas L'inéligibilité. condamnée, elle est pas condamnée, en fait. Non, elle est condamnée aussi à 4 ans de prison, dont, 2 fermes, dans l'affaire des assistants parlementaires, vous le savez, donc un détournement de 4,5 millions d'euros par le Rassemblement national. Il y a, 8 personnes, condamnées, notamment, Julien Audoul, Louis Alliot, il y a Bruno Gollnisch aussi. Et il y a eu différentes réactions à tout ça, notamment une réaction de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon qui a pas mal fait parler parce que, ils ont dit en gros voilà que eux, leur méthode a toujours été de combattre, le Rassemblement national par les urnes, par, le militantisme, mais pas par les tribunaux et ça a été pris par toute une partie de la gauche et d'autres comme étant une critique en gros, du système juridique et presque un soutien à, Marine Le Pen. Donc on va parler de tout ça ce soir, avec, Chris. Chris, comment ça va? Bah, ça va pas mal, ça va pas mal, bah, vous en avez parlé ce matin avec Zoé. Ça va bien, hein, comme quand la justice fait son travail, ça va toujours bien. Alors, la justice n'est pas la politique et une décision judiciaire, légitime, hem, méritée, même si on peut toujours critiquer la justice, mais en tout cas qui nous semble éthique, de condamner des gens qui piquent dans la caisse, voilà, n'est pas forcément une bonne nouvelle sur le plan politique et moi, c'est un peu ma take. Je ne crois pas du tout que, ce soit un handicap de moins dans la voie de la gauche, radicale, hein. La gauche, on va dire de Mélenchon, la gauche, la plus à gauche, en termes de potentiel électoral, ce soit une bonne nouvelle pour eux, et je pense que le tweet de Mélenchon et le communiqué de la France insoumise, essayent de nous le dire. Voilà. On va lire ce communiqué, comme ça on va pouvoir en parler, par la suite. Alors, Jean-Luc Mélenchon qui dit: «Je m'associe pleinement à la déclaration de la coordination du mouvement insoumis». J'adore comment il dit ça, c'est comme s'il était extérieur à la déclaration. Il la découvre et il s'y associe. J'ajoute: «La décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. C'est à cela que servirait le référendum révocatoire dans une sixième république». Et le communiqué, c'est: «Marine Le Pen et 8 élus du Rassemblement national ont été, condamnés ce jour pour détournement de fonds publics. Leur condamnation est assortie d'une peine d'inéligibilité applicable immédiatement pour l'essentiel d'entre eux». Tu vu, j'ai réussi à le dire, mais quand Quand on le tu lit, lis, quand on l'a sous les yeux, c'est plus simple. c'est ça. Nous notons, que les faits qui sont déclarés avérés sont particulièrement graves. Ils contredisent entièrement le slogan «Tête haute, main propre» sur lequel ce parti a longtemps cherché à prospérer. Nous prenons acte de cette décision de justice, même si nous refusons par principe que le recours soit impossible, pour un justiciable quel qu'il soit. Donc là, il critique le fait qu'il ne puisse pas y avoir de recours et qu'il y ait une application directe de, la peine d'inéligibilité à Marine Le Pen, par exemple, qui ne pourra donc pas se présenter à partir d'aujourd'hui, même si elle fait appel. Et donc il critique ça. Quant au reste, la France insoumise n'a jamais eu comme moyen d'action d'utiliser un tribunal pour se débarrasser du Rassemblement national. Nous le combattons dans les urnes comme dans la rue, par la mobilisation populaire du peuple français, comme nous avons su le faire lors des élections législatives de 2024. Nous le battrons aussi demain dans les urnes, quel que soit son ou sa candidate, signée La France insoumise. Et il y a Chloé Ridel du Parti socialiste, qui est la porte-parole du Parti socialiste, qui est députée européenne, qui répond: «Les peines d'inéligibilité peuvent frapper les élus qui ont commis des faits graves, crimes, corruption. Ça a été voté par le Parlement, donc par le peuple. Marine Le Pen n'est pas destituée, elle reste députée. Quel est le lien avec le référendum révocatoire?» Quand il est écrit que la France insoumise n'a jamais eu comme moyen d'utiliser un tribunal pour se débarrasser du Rassemblement national, vous appuyez un discours anti-juge laissant penser que la justice est aux ordres d'eux. Enfin, cela laisse penser que cette décision de justice tue le RN, et c'est une erreur. Le RN reste bien vivant et ses idées pourront être portées par d'autres à la prochaine élection, à commencer par Jordan Bardella. Donc voilà le désaccord entre Mélenchon et la coordination de la France insoumise et d'autres à gauche, et j'en ai même vu parmi les insoumis, putain, pourquoi je bégaye aujourd'hui? Parmi les insoumis, taper sur cette déclaration de la coordination insoumise, de Manuel Bompard, de Jean-Luc Mélenchon. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu prends ce communiqué, Chris?
Bah, moi, je le comprends très bien. Je le comprends très bien. Enfin, c'est pas moi qui le comprends, c'est le graphique qui me dit tout ça. Mais T'as soufflé des trucs? bah ouais, mais moi, je lui ai demandé à lui d'abord. Donc, non, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, pour Mélenchon, comme on le sait, ils ont tous les deux un espace de classe qui est assez similaire. Donc, ils doivent s'affronter dans cet espace-là, mais ils savent très bien qu'il y a un jeu de somme à somme, il y a un jeu à somme nulle dans cet espace-là, plus dans l'abstention. Et l'abstention, elle va être autant tentée par l'efficience du pacte égalitaire que va proposer et progressiste que va proposer Mélenchon, que par le pacte raciste. Voilà. Il ne faut pas croire que voilà, les abstentionnistes sont neutres, ils sont polarisés de la même manière en fait que les votants. C'est juste qu'ils considèrent que c'est ce qu'on voit dans les enquêtes ou quoi que ce soit, ou dans les enquêtes sociologiques et dans les enquêtes de sondage, ils considèrent que ça vaut pas le coup de se déplacer. Donc ce qu'il faut, c'est faire en sorte que ceux de gauche trouvent que ça vaut le coup de se déplacer. Donc comme c'est un espace populaire et que c'est un espace où l'antimacronisme, l'antisystème, le dégagisme est très important, Mélenchon ne peut pas apparaître comme, on va dire, validant absolument la justice telle qu'elle est et comment dire, le fait qu'elle l'empêche un candidat très important et un opposant très important à Macron, parce que malgré tout, si on se met du point de vue de Macron, c'est un opposant important, Marine Le Pen. C'est peut-être pas un opposant aussi important pour le bloc bourgeois que l'est Mélenchon, mais peu importe. Et ce que voit Mélenchon, c'est que cette jurisprudence-là, elle va aussi peut-être demain lui tomber dessus. Voilà. Et le fait de pointer le fait qu'il n'y ait pas de recours, ça veut dire que une justice demain peut prononcer un jugement totalement faux, qui serait de fait condamné en appel, condamné en cassation, condamné à la cour de justice européenne, mais que de toute manière, ça pourra l'empêcher de se présenter à une élection. Et ça, c'est mettre le doigt dans quelque chose d'assez problématique, surtout quand aujourd'hui, Mélenchon est considéré comme l'ennemi numéro un euh, de, de- du bloc bourgeois. C'est-à-dire que quand vous avez aujourd'hui une Aurore Berger qui dit, je crois que c'est hier ou avant-hier, euh, Jean-Luc Mélenchon est le nouveau Jean-Marie Le Pen, et que vous avez tout le monde qui le traite d'antisémite, qui l'associe à Le Pen, voire le mettre pire que Le Pen, et que demain vous dites Le Pen est dégagé, eh ben, ça veut dire que il n'y a qu'un seul et unique ennemi à la République, désormais c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc ça va être extrêmement compliqué pour lui d'exister et de ne pas se prendre exactement la même logique judiciaire. Je vous rappelle que là, en parallèle, Jean-Luc Mélenchon, il vient de se prendre, je crois, il y a 2-3 jours, 3-4 jours, une plainte pour détournement de fonds, etc. Donc ça veut dire que il y a aussi quand il le dit dans le communiqué, la justice ne doit pas empêcher l'exercice démocratique. Il y a aussi peut-être une volonté d'appuyer comme quoi on voudrait empêcher des opposants politiques. Aujourd'hui, les deux plus importants sont Marine Le Pen et Mélenchon, de se présenter pour des raisons légitimes ou non légitimes. Moi, qu'on soit clair, hein, la décision de condamnation de Marine Le Pen, elle a l'air tout à fait fondée, même pas simplement en droit, mais en fait. Hein. Ils ont été corrompus, on voit que c'est un système mafieux, etc. Il n'est même pas question de discuter de ça. Il est question de discuter de comment l'appareil judiciaire peut être utilisé contre la démocratie. Et ça, Mais juste, on peut quand même discuter ça, pas la décision sur le RN, mais la décision qui tend à pointer en fait le fait que des partis utilisent des assistants parlementaires pour le travail dans le parti. La réalité, c'est que je pense que tous les partis de gauche le font, tu vois, oui. et peut-être même tous les partis, tu vois.
Parce que le parti a un fonctionnement interne et tout. Enfin, je veux pas m'avancer, mais je pense que c'est très, 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 très répandu et que c'est quand même 2 choses différentes d'avoir des histoires, soit de pots de vin, de détournement, de fonds pour ses biens personnels ou des choses comme ça, que, d'avoir, machin, assistant parlementaire, européen qui, en fait, est en train de travailler pour le parti, en France au lieu d'être au Parlement européen. Je dis pas que c'est bien de le faire, mais je pense que beaucoup, beaucoup de partis le font, tu sais? Ouais. Non, non, mais qu'on soit clair, hein, c'est quelque chose là, en tout cas, ce qui est caractérisé, c'est qu'il y avait en fait, il y a des gens qui sont un peu entre les 2 et tu as des assistants parlementaires. Ils fournissent des travaux et en même temps, ils travaillent pour les partis. C'est toujours un peu compliqué. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait quand même un système de gens, avec faux, usage de faux qui Oui, était oui, oui, non, mais bien sûr. Non, mais je dis tu pas vois que ce c'est que dans je veux cette dire? affaire-là, mais je veux dire, Ouais. Non, 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 mais dans tous les partis, notamment dans les partis, de gauche, c'est normal, c'est normal. qui sont dans la lutte, qui sont, sur, on va aller voir telle grève, on va aller voir tel truc et tout. Les assistants, ils sont pas tout le temps à l'assemblée, si tu veux. Mais bien sûr, et ce qui est enfin, et personne, enfin, ça fait partie aussi du combat, comment dire, d'utiliser les ressources d'un député justement pour soit soutenir des luttes, etc. Donc c'est pas le problème. Donc, Il y a quelqu'un qui dit, il y a eu des suites du papier sur Fabien Roussel, mais c'était ça qui était reproché à Fabien Roussel aussi. Alors que pour le coup, le parti communiste est quand même connu pour avoir, toujours plus ou moins fait ça. Alors je sais pas s'ils le font toujours aujourd'hui, tu vois? Mais d'avoir envoyé des assistants parlementaires, travailler pour le parti, c'était l'organisation du parti qui était comme ça, tu vois? ouais, donc, donc, ouais, donc faut pas non plus revenir à une espèce d'idéalisme de la lutte politique. Bon, là, ce qu'on voit, c'est que vraiment, on est vraiment dans de la corruption. Ça a rien à voir avec le fait d'avoir des parlementaires qui sont un peu à cheval entre leurs travaux d'assistants parlementaires et leurs travaux de camarades, de section, etc. Donc c'est un peu différent. D'où les sommes faramineuses. Tu prends l'exemple de Fabien Roussel, effectivement, il y a peut-être un problème, mais on n'est pas du tout dans les sommes qu'on voit là, qui sont forcément des choses Ah bah, oui, oui, c'est pas 4 monstrueuses. 500 000, oui. Voilà. Donc, bon, ça, c'est la décision de justice. La question, c'est ensuite comment la justice va être utilisée, hein, ce qu'on appelle le lawfare, etc., qui a pu être utilisé au Brésil, sur Lula, etc. Comment la justice peut être. Il ne faut pas être dupe avec la justice. On critique nous-mêmes tout le temps la justice sur la façon dont elle s'applique sur les populations les plus marginalisées, les plus dominées. C'est aussi une justice. Bah, si elle n'a pas cette neutralité, elle a aussi pas la neutralité de traiter tous les opposants au régime bourgeois de la même manière. Donc, il faudrait complètement être dupe euh, pour faire croire que cette justice-là, aujourd'hui, elle est neutre et qu'elle aurait appliqué la même peine à un opposant politique comme Marine Le Pen, euh, on va dire, au parti traditionnel, ou à Mélenchon, que si c'était Macron ou que si c'était d'autres gens plus connus. Voilà. Donc, euh, et ça, c'est important quand même de l'avoir en tête, parce que euh, euh, bah, ça doit nous poser des questions politiques. Et c'est ce que Mélenchon essaie de dire dans son tweet, quoi. Voilà. Donc, effectivement, Marine Le Pen n'est sûrement pas une opposante à la bourgeoisie et en général sur le plan des rapports fondamentaux de la société, mais à l'intérieur de la bourgeoisie, il y a des luttes, voilà. Et il y a des gens plus légitimes que d'autres, et il y a des gens qui s'accrochent au pouvoir, qui sont les tenants de l'État, des postes ministériels, des rapports avec le patronat, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens du RN en sont encore assez éloignés. Donc, ils rentrent en lutte dans la conquête du pouvoir avec d'autres bourgeois beaucoup plus installés. Et donc, forcément, ces gens luttent entre eux à mort. Les bourgeois luttent entre eux à mort. Avant de mettre à mort des prolétaires, ils luttent déjà à mort entre eux. Il faut pas l'oublier, parce que c'est un système concurrentiel. Donc, la politique est une affaire souvent entre bourgeois. Et d'ailleurs, on élimine euh, 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 comment dire, ses adversaires premiers au sein de la bourgeoisie pour ensuite affronter
ses adversaires prolétariens dans d'autres espaces. Voilà. Donc là, on est dans une lutte au sein de la bourgeoisie entre des bourgeois, on va dire, moins installés que sont, plus oppositionnels que sont le RN et puis sa technocratie, contre une bourgeoisie beaucoup plus installée. Voilà. Surtout que là, c'est l'aile populiste du RN. Marine Le Pen est beaucoup plus un caillou dans la chaussure, je pense, que Bardella, tu vois, qui est plus unioniste dans l'union de la droite et tout ça. Et qui En peut plus fait, se faire bouffer en plus par d'autres à droite. Marine Le Pen, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est que euh, c'est aussi des gens qui sont des héritiers de Jean-Marie Le Pen, qui sont un peu autonomes là-dedans, qui sont beaucoup moins, comme on l'a dit, installés que la droite traditionnelle, qui ont beaucoup moins d'implantation locale. Ils ont assez peu de mairies, assez peu de liens dans les territoires avec des patrons, des petits patrons, comme peut l'être la droite. Voilà. Donc, ils sont vus comme des pro-bourgeois aventuriers, tu vois, un peu aventuristes, un peu aventureux. Et donc, la bourgeoisie, on voit bien aujourd'hui qu'elle est coincée. La bourgeoisie, qu'on soit clair, hein, entre Marine Le Pen et Mélenchon, elle fera son choix très très rapidement. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais en fait, avant de faire ce choix-là, elle va essayer de l'éviter. Voilà, d'éviter ce choix-là. Parce que quand elle en sera là, elle sera obligée de faire un choix quand même beaucoup plus aventureux que des gens beaucoup plus fidèles à sa ligne, beaucoup plus dans sa main traditionnellement que sont les gens issus du bloc bourgeois, Macron, LR, etc. Donc là, aujourd'hui, elle voit la moïsation arriver, notre bourgeoisie, et elle voit que le pacte raciste est en train de prendre de l'ampleur, risque d'arriver au pouvoir, et que il va falloir elle va très rapidement, comment dire, s'y soumettre et même Elle est en l'appeler de train de le ses faire, ouais. voeux. Voilà. Mais ce qu'il va falloir, c'est lui mettre des commanditaires à sa main, tu vois. Des commanditaires qui sont beaucoup plus sûrs pour l'appliquer et pour justement ne pas remettre en cause l'intégrité de ses biens. Et dans ce cas-là, par exemple, un Retailleau, un Darmanin vont beaucoup plus faire l'affaire. Et ce qu'on voit aussi, et on l'a vu pendant la campagne européenne, un Bardella a l'air d'être beaucoup plus malléable par le MEDEF que historiquement n'a pu l'être Marine Le Pen ou n'a pu l'être Jean-Marie Le Pen. Voilà. Donc, moi j'avais fait un tweet une fois euh, pour dire justement euh, 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 la bourgeoisie veut porter les idées fascistes au pouvoir pour empêcher les gens qui portent les idées fascistes. Tu vois, Ouais. tu vois, Et- tu vois, c'est-à-dire qu'elle va appliquer le fascisme elle-même pour être sûre, parce que c'est ce que la crise exige, et elle va se faire passer en plus pour antifasciste pour ça. Tu vois. Et donc là, on est dans un truc, c'est elle peut capitaliser sur deux choses, c'est-à-dire apparaître comme un rempart aux fascistes en appliquant des idées fascistes. Moi, ce Voilà. qui me fout des frissons, c'est qu'il y a il y a des gens au PS ou à ELV qui peuvent limite appeler à voter pour des retaillots, tu vois, en disant que c'est antifasciste, tu vois, que c'est pour préserver la démocratie, tu vois. Exactement. Et ça, c'est une dinguerie, hein. Voire même, alors, je sais pas à quel point, je sais pas, peut-être pas Retailleau, tu vois, mais appeler à voter pour un Darmanin contre un Mélenchon, tu vois, en disant C'est que ça. Mélenchon est plus dangereux, que c'est les extrêmes, qu'il est antisémite, où il y a quand même tout ce discours-là qui se met en jeu. Mais bref, j'aimerais bien qu'on parle aussi d'une chose, c'est cette espèce d'international fasciste qui est en train de se mettre en place, parce que par rapport à Le Pen, il y a eu des réactions de Poutine, il y a eu des Mm. réactions de Orban aussi pour la soutenir en disant que voilà, il y avait que c'était Gerd un truc Wilders. antidémocratique, le fait qu'elle prenne cette peine qui va l'empêcher d'aller à l'élection. Euh, il y a comme ça une sorte de bras de fer entre une Union européenne qui essaie de garder la main sans tomber forcément sur ces candidats fascistes-là, c'est Orban, c'est Le Pen et tout. En face, on a tout le camp un peu pro-russe qui va soutenir du coup les Orban, les Le Pen, le mec aussi qui était en Roumanie, je sais plus comment il s'appelle. Oui, oui, Georgescu, là. Mm. Ouais, qui avait été, qui avait eu son élection qui avait été annulée. Premier tour annulé, ouais, on va en parler. Ouais. Mm. Ouais. Enfin bref, j'aimerais bien qu'on puisse parler de tout ça parce que je pense que il y a une analyse internationale à faire, au-delà même de l'analyse purement franco-française, quoi. Mm.
Bah, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans les... Alors, les gens aiment bien faire les parallèles historiques, mais si vous voulez faire le parallèle avec la montée du fascisme, on est dans les années 20, quoi. C'est-à-dire, il reste encore une hégémonie du bloc bourgeois et on voit comment dire, l'opposition fasciste, parce que les bourgeois n'arrivant pas à résoudre la crise qu'ils provoquent, on voit l'opposition fasciste qui est en train de se mettre en place. Euh, et donc, on a un pouvoir, on n'a pas un pouvoir qui va lui donner les mains. Faut se rendre compte, hein, le pouvoir, dès que le fascisme a commencé à être un petit peu puissant, le pouvoir ne s'est pas tout de suite rangé derrière lui. Il y a eu des luttes entre eux, etc. Là, ce qu'on Puis voit, ça dit c'est qu'on... Macron est antifasciste, hein, mais après voilà quoi. Un proto-fasciste. Voilà. Un proto-fasciste est toujours, euh, apparaît toujours comme un antifasciste. Euh, et donc, euh, et donc, euh, et donc là, en fait, on voit une opposition à l'Union européenne et donc aux crises qu'elle provoque, hein, aux crises monétaires, aux crises économiques, euh, dans l'Union européenne, avec un axe Orban à l'Est, en Pologne, etc. Geert Wilders aux Pays-Bas, hein, qui a soutenu Marine Le Pen, etc. On voit une internationale fasciste, là, ou au moins nationale autoritaire, commencer à créer une opposition à l'Union européenne. Au moins, en tout cas, à ses politiques, etc. Ça, c'est aussi une internationale qui va être plutôt pro-Poutine. Voilà. Euh, et donc, cette internationale-là, elle commence à prendre le pouvoir et à essayer de transformer. Alors, elle a eu des moments, hein, il y a eu Salvini, puis après, il y a Meloni. Elle va essayer de transformer l'Union européenne dans une logique un peu plus fasciste, euh, avec des orientations différentes de ce qu'étaient les orientations européennes. Et là, elle commence à tomber justement sur l'Union européenne qui elle-même aujourd'hui est orientée à être anti-Poutine, enfin faire la guerre avec la Russie, etc. Donc là, il y a une lutte interne à l'intérieur de la bourgeoisie. Ce qui se passe là-dedans, c'est qu'on voit aujourd'hui notre internationale fasciste rentrer en conflit avec notre bloc bourgeois. Je peux même plus comment le qualifier maintenant. Je peux même plus le qualifier d'atlantiste, tu vois. Ça marchait quand il y avait Biden, mais maintenant qu'il y a Trump, il est passé de l'autre côté. On va dire un bloc bourgeois, je sais pas comment on peut dire, Euro- démocrate, quoi. Voilà, européiste. européiste, voilà, je sais pas trop. Euh, et euh, et ce qu'on a vu en Roumanie est très intéressant, c'est qu'on a vu l'annulation d'un premier tour d'une élection présidentielle avec aucune forme de tricherie avérée, mais parce qu'on a comment dire, une suspicion d'ingérence russe via TikTok dans les débats. Voilà. Et donc là, ça fait une jurisprudence assez incroyable. C'est une chose dont on a très très peu parlé. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à prouver. Alors donc le candidat plutôt d'extrême droite pro-Poutine avait fait 23% au premier tour. Et il était parti pour gagner. Et donc on a eu une annulation, et c'est un fait important. Et on se retrouve avec donc un bloc européiste, donc très proche de Macron, etc., si vous voulez faire le parallèle avec la France, qui va apparaître demain comme antidémocratique pour être un rempart peut-être à l'état de droit ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que c'est des gens qui vont remettre en question la démocratie populaire, c'est-à-dire le vote, la souveraineté. Démocratie populaire. Ouais, euh, lapsus. Mais la démocratie, tu vois, la souveraineté populaire, quoi, dans le sens du vote, La démocratie libérale. voilà, etc. Justement pour sauver une soi-disant l'état de droit, mais pour sauver, on va dire, leur mainmise sur la structure de la société. Et donc là, la gauche, elle est coincée. Parce que vers qui elle va se ranger? Est-ce qu'elle se range du côté du pouvoir aujourd'hui, donc de Macron, van der Leyen, etc. Et elle applique un programme antidémocratique de sortie même de l'expression populaire. Voilà. Et je vous rappelle, c'est amusant, hein. On est en 2025. On est 20 ans après euh, le, le référendum de 2005. Voilà.
hem, 20 ans après justement un vote populaire qui a eu lieu en France, qui a eu lieu aussi aux Pays-Bas et qui a été tout proprement balayé par la technocratie européenne. Voilà. Et donc cette, Les profs internes qui disent c'est le principe de l'UE, si les gens choisissent mal, on choisira pour eux. exactement, tu vois? Et donc la question c'est, aujourd'hui, bah, moi ça me pose pas de problème, hein, je vais être même très pragmatique. Moi ça me pose pas de problème que le moins pire par rapport au pire, fasse ces stratégies-là. Le problème c'est que, quand il y aura plus Marine Le Pen comme, 1er, on va dire, caillou dans le pied de ces gens-là, ce sera au tour de qui? Voilà. Et quand on voit justement, la façon dont on traite l'opposition égalitaire, radicale, au projet macroniste et même au projet raciste, voilà, qu'est, la France insoumise ou, les gens, qui partagent ce programme-là, Attends, heu je rappelle juste que Aurore Berger a dit hier ou aujourd'hui, je crois, enfin, que Mélenchon était le nouveau Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que Le Pen est interdite exactement, pour un truc réel, mais n'a plus du tout l'aura de Jean-Luc Mélenchon. Imaginez le jour où c'est Jean-Luc Mélenchon qui est à sa place pour un truc peut-être moindre, mais dont on aura dit pendant 10 ans que c'était Jean-Marie Le Pen qui était antisémite ou je ne sais quoi. C'est quand même, il y a quand même un risque de dérive qui nous pend au nez aussi, quoi. exactement. Et donc si demain on laisse l'appareil technocratique européen et national, français, décider, de qui peut être candidat, qui ne peut pas l'être, et cetera, sans recours possible, et cetera. C'est ce que dit Mélenchon, hein. Donc moi, j'essaie d'expliquer ce que dit Mélenchon. Il y a un risque effectivement que la justice soit un arbitre sur l'expression populaire. Voilà. Et loin de l'idée de Mélenchon de défendre Marine Le Pen quand il dit ça. Ce qu'il dit juste, il y a effectivement, là aujourd'hui, bon, il n'y a pas un empêchement de la présidentielle ou quoi que ce soit. Mais par exemple, si je prends l'exemple roumain, il y a eu une annulation. On parle pas d'avoir empêché un candidat. Là, le RN, il pourra quand même se présenter avec Bardella, avec X ou Y. Ça, on va en parler après, peut-être, des chances de l'un ou de l'autre, tu vois. Mais on sait que c'est un chemin de crête sur lequel on peut aller très très loin quand on met le doigt dans l'engrenage. Et le doigt dans l'engrenage a déjà été mis, je parlais du référendum de 2005, et il a été mis en Roumanie récemment. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit donc tu es en train de comparer le jugement du RN au truc en Roumanie. C'est vrai que c'est Non, paraît être presque un sophisme de la pente glissante de dire ça, mais en même non, temps, c'est aussi de l'analyse de dynamique et de je suis de pourquoi est-ce que Mélenchon dit ça. je suis pas en train de le comparer. J'essaye d'expliquer qu'aujourd'hui, on voit des gens dirigeants qui sont en train de perdre leurs moyens un peu partout, euh, qui sont en train de reculer, c'est-à-dire des gens qui avaient les manettes, qui ont appliqué les pires logiques néolibérales, qui ont mis en place le racisme le plus concret possible. Et je vous parle de von der Leyen, c'est des gens qui ont massacré des pays avec leur politique, des pays comme la Grèce, des systèmes sociaux qui ont créé une Europe forteresse qui laisse mourir des gens en Méditerranée, qui ont créé un système de police aux frontières qui s'appelle Frontex, qui est immonde, etc. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont en train de remettre en question les potentialités d'opposition démocratique parce qu'ils sont en train de perdre un peu partout pied et qu'ils ne veulent pas et qu'ils savent très bien qu'il y aura soit l'aventure fasciste qu'ils choisiront de fait. Voilà. Parce que je vais vous expliquer un truc. La bourgeoisie choisit le fascisme que quand elle est acculée par le communisme ou par la bifurcation sociale. Voilà. Ils le choisiront à la fin, le fascisme. Mais tant qu'ils peuvent éviter ce choix-là, ils l'éviteront. Et donc, ils tenteront tout. Voilà. Mais ils ne feront jamais le choix du Front populaire, du socialisme, parce que le fascisme est toujours une chance de survie pour la bourgeoisie. Voilà. Le fascisme est toujours une chance de survie pour la bourgeoisie, alors que si elle fait le choix du socialisme ou du communisme, c'est le choix de l'autodestruction. Donc, c'est pour ça qu'elle choisit toujours le fascisme à la fin. À la fin, dans le régime fasciste, même si on peut analyser ça, mais la bourgeoisie est contrainte, empêchée par soit le parti unique, soit le nationalisme, soit d'autres corps. Elle existe quand même. Voilà. C'est un régime, le fascisme, qui ne tue pas la bourgeoisie. Là où un régime
communiste ou socialiste de fait là-dessus. Donc, elle fera ce choix-là, mais avant de faire ce choix-là, comme on l'a vu en Allemagne, etc., elle tentera tous les coups possibles et imaginables. Voilà. Et aujourd'hui, Il y a Lapama qui dit c'est le choix entre s'attacher les mains ou se couper la tête, mais c'est vraiment ça, ouais. exactement, je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, mais c'est exactement ça. Et effectivement, si vous avez le choix entre de vous attacher les mains et vous couper la tête, bah, vous faites toujours le choix de vous attacher les mains, parce que avec votre tête qui reste, vous pouvez imaginer que après-demain, vos mains finiront par être détachées. Donc, alors que espérer que votre tête repousse, ça va être compliqué. Mais donc, donc ça, voilà. Donc là, aujourd'hui, on a une bourgeoisie qui, voilà, je l'ai dit, hein, qui a massacré des peuples entiers, des systèmes sociaux, et qui aujourd'hui trouve 1000 milliards pour pouvoir faire la guerre. 1000 milliards pour pouvoir faire la guerre. Donc, je- donc on est dans une pente. Donc s'il y a des gens qui sont dans une pente glissante, c'est sûrement pas nous en essayant de comprendre ce qui se passe. Les gens qui sont dans une pente glissante aujourd'hui, c'est notre bourgeoisie qui est au pouvoir dans toutes les nations européennes, qui est en train de nous emmener vers la barbarie. Je le dis clairement, vers la barbarie. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, j'aimerais bien qu'on passe à une analyse qu'on a fait vite fait avec Zoé dans une courte capsule, mais qu'est-ce que ça change pour les enjeux présidentiels à court, moyen terme, c'est-à-dire jusqu'en 2027? Alors là, peut-être que la présidentielle aura lieu plus tôt. Toi, je sais que tu avais dit en début d'année que ça aurait lieu en 2025. Si le pari était pris. Qu'est-ce que ça va changer, selon toi, aux dynamiques en cours? J'ai vu qu'il y avait eu un sondage il y a quelques jours qui donnait Marine Le Pen à 35% au premier tour. Ouais, bon, Malheureusement ou ça heureusement, vaut elle rien. n'est pas là. Elle n'aura pas 35% au premier tour, mais Alors, peut-être que Bardella aura 32. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses toi de alors, tout ça? Qu'est-ce que le alors graphique te déjà, raconte là-dessus? le graphique me dit les sondages à 2 ans de l'élection, c'est n'importe quoi. Marine Le Pen dit clairement, elle a toujours été donnée à plus de 30% 2 ans avant l'élection. Parce que les sondeurs l'organisent comme la seule opposante politique, et puis avant campagne, etc., il y a qu'elle qui Oh existe. là là, le complotisme. Oh Non, non, là il n'y a là pas de là là là. complotisme. Il n'y a pas de complotisme. Moi, je vous le dis, regardez les datas. Voilà. Comme dirait Mulch, regardez les datas. Elle est toujours donnée et elle est toujours beaucoup plus bas à la fin que prévu. Donc, les trucs à 35%, bon, ça me L'inverse fait. de Mélenchon, quoi. Ouais, exactement l'inverse de Mélenchon, pour d'autres raisons. Mais on pourra en parler. Euh, donc qu'est-ce que ça nous dit? Moi, ça m'inquiète. Pourquoi? Justement parce que je pense que Bardella est une baudruche. Je pense qu'il va vite se dégonfler, et je pense et le parti, il ne tient pas le parti du RN, et le parti n'a pas confiance en lui. Voilà. Donc, moi, je le crois toujours. Ce qui est trop Enfin, libéral, tu penses? en fait, c'est pas qu'il est trop libéral, c'est que je pense qu'il a pas de ligne. Il a pas de ligne, et il ne comprend pas que l'ancrage populiste que peut avoir, est populiste et de fait populaire, hein, on l'a vu dans le graphique avec les espaces de classe, que peut avoir Marine Le Pen, et à quel point c'est un capital important dans sa dynamique, quoi. D'où le fait qu'ils n'ont pas du tout les mêmes rapports quand ils s'expriment sur des sujets sociaux, etc., la retraite, etc. Parce Ah, que, il a quand même ce truc de dire oui, moi, ma mère, elle était femme de oui, ménage, machin. sur le plan de l'origine sociale, exactement comme Il est plus prolétaire que lui, que elle. Darmanin nous rappelle qu'il est Moussa. Non, mais en fait, tu vois, tu sais, Darmanin, dès qu'il est plus au gouvernement, il se rappelle que son deuxième prénom, c'est Moussa, tu vois. Mais, mais, mais Bardella, lui, est peut-être d'origine beaucoup plus prolétaire, mais sa vision du monde n'est pas la vision du monde prolétaire. Celle de Marine Le Pen non plus, hein, je vous le dis tout de suite. Je sais bien, je peux faire Mais, l'avocat du diable. mais je savais que tu allais me le dire sinon. Mais elle a un ancrage populaire. Ça, c'est factuel, quoi. C'est le graphique, je dis pas rien. Donc, tout comme Mélenchon. Et donc, eh ben, elle est obligée justement d'avoir ce même rapport-là à la conflictualité politique, c'est-à-dire d'être très oppositionnelle, d'avoir un rapport très bas contre haut, tu vois. Et on a vu Bardella complètement trembler, suer, passer de l'un à l'autre
même Mmh. avec la désapprobation de Marine Le Pen pendant les législatives de 2024. Donc c'est quelqu'un qui n'a aucune colonne vertébrale. C'est ce qui n'est pas étonnant, c'est parce que c'est un produit artificiel, un produit de synthèse, Bardella. Il a pas été élu, il a été fabriqué de A à Z, etc. Et donc, il fonctionne quand il n'y a rien à dire. Voilà. Dès qu'il y a quelque chose à dire ou à faire ou de stratégie, il disparaît, comme ça a été le cas pendant les législatives. Donc, il a très peu de confiance dans le parti. Et surtout, il y a un autre souci, c'est que sa ligne, comme il est faible, il va se ranger vis-à-vis de la ligne la plus, on va dire, majoritaire. Sa ligne euh, est, on va dire, libéral raciste. Et pour appliquer le libéral racisme, les gens feront beaucoup plus confiance. C'est-à-dire que s'il faut renoncer à la retraite, il faut juste être raciste. Et ben les gens vont beaucoup plus faire confiance à Retailleau et à ses collègues qu'à Bardella. Surtout Voilà. les électeurs de Zemmour, les électeurs C'est comme ça, ça, un peu riches et tout, exactement. quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est coincé parce qu'il est. Soit il doit être le leader et il est trop faible, soit parce qu'il peut pas porter ces idées-là, Après, soit peut-être que le fait que Marine Le Pen soit out, ça peut peut-être lui laisser la place pour devenir ce leader oppositionnel qu'il n'était pas, tu vois. Ça mais peut le transformer, peut-être, non? sur quelle ligne? Sur la ligne de Le Pen, il peut peut-être. Si ça se trouve, il n'avait pas la ligne de Le Pen parce qu'il voulait apparaître comme différent d'elle dans le groupe. Et une fois qu'elle est plus là, il peut reprendre la ligne de Le Pen qui permet de performer Non, dans le prolétariat, tu vois. j'y crois pas parce que justement la ligne de Le Pen, quelque part, et c'est aussi l'espace du graphique, est un empêchement d'accès au pouvoir pour cette caste-là. Paradoxalement, tant que Le Pen reste dans cet espace avec Mélenchon et l'abstention, elle est capable d'atteindre tout le temps le second tour, mais de ne jamais gagner. Enfin, il n'y a pas d'inéluctabilité, hein, mais je pense que c'est ce qui fait qu'elle ne gagne pas à chaque fois. Parce que les gens qui votent Mélenchon vont finir par aller voter le moins pire à chaque fois. Voilà. Et donc, tant qu'il sera là, il va échouer. Ce qu'il faut qu'il arrive à construire, et lui, je pense que c'est ça qu'il essaye de construire, c'est une stratégie où il prend l'hégémonie sur la droite, ce qui est le cas aujourd'hui du RN, tout en donnant des gages au bloc bourgeois. Et ça, c'est la stratégie qu'avait fait Sarkozy en 2007. Voilà. Mais pour porter cette stratégie, il va falloir qu'il ait la droite avec lui. Et une fois que tu as la droite avec toi, Retailleau, Darmanin, etc., ben en fait, tu te rends bien compte que euh, si demain tu as dans une alliance Retailleau, Darmanin et Bardella, il va se faire manger par les autres, quoi. Il va se faire manger par les autres parce qu'il aura pas la force et en plus, il n'a pas le parti. Donc ça veut dire qu'il est trop faible pour à court terme et il ne le sera pas assez à long terme. À court terme, il n'a pas l'aura de Marine Le Pen dans le parti et dans la population. Donc s'il y a une présidentielle anticipée, c'est un handicap. Et à long terme, s'il applique cette ligne Sarkozy 2007, libéral, raciste, qui peut faire gagner son parti, en fait, il va se retrouver trop faible par rapport aux gens sur lesquels il sera concurrencé. Tu vois. Et tu penses qu'il peut Euh, pas profiter de Marine Le Pen? Tu vois, que Marine Le Pen soit numéro 2, tu vois, dans le truc, alors, et lui apporte un petit peu de son aura oppositionnelle, tu vois. Ou alors, comment il s'appelle l'autre gars, là, tu sais, qui est un peu sur la ligne Le Pen, là, Tanguy. ah oui, Jean-Philippe Tanguy. Non, il Ouais. zozote trop. Mais non, non, moi je pense que Marine Le Pen. Alors, faut pas oublier aussi que Marine Le Pen, elle est jeune en politique. Enfin, en âge, en termes de politique. Marine Le Pen, elle peut pas être le numéro 2 du RN. Donc, si Bardella, si elle a une éligibilité de 5 ans, et que même en appel, ça reste le cas. Dans 5 ans, allez, même si on se dit que l'élection elle a vraiment lieu en 2027, ça veut dire qu'en 2032, elle aura 63 ans. Elle sera encore très très jeune. Hmm. Si entre-temps Bardella conquiert le pouvoir, elle n'existe plus. Elle n'a plus de carrière politique. Alors que l'échec de Bardella, ou sa trahison, parce que moi je pense plutôt que c'est sa trahison qui va arriver,
tout à fait tout à fait le genre à trahir. Ok, donc du Michael. racisme envers les Italiens, t'enfonces un peu ton bilan là. Voilà, c'est tout à fait le genre à trahir. Euh, et la trahison ou l'échec de Bardella est le moyen pour Marine Le Pen de reprendre son statut de leader sur son parti familial, en plus historique. Tu vois, elle sait faire que ça, Marine Le Pen. Elle a rien d'autre. Donc elle va même si là elle prend 5 ans, si demain Bardella échoue et que son parti, comment dire, est faible ou ne conquiert pas le pouvoir, elle va revenir. Elle-même, elle reviendra même peut-être en sauveur, tu vois ce que je veux dire, elle va peut-être relancer le truc, quoi. Donc, elle en a rien à foutre, en fait. C'est pas comme si elle avait, c'est pas elle a pas 75 ans comme, enfin, il a 73, Mélenchon, tu vois, où tu te rapproches quand même un peu de la fin. Euh, donc, donc, aujourd'hui, le pire ennemi de Bardella, c'est devenu Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, si elle veut continuer d'aller jusqu'à sa carrière, jusqu'à au moins allez, 75 ans, c'est comme ça qu'on arrête la politique, tu vois, c'est-à-dire dans 20 ans, il faut absolument pas que Bardella prenne le pouvoir. Parce que s'il prend le pouvoir sans elle, bah, c'est fini, elle a plus de carrière, c'est mort. Elle est terminado, quoi. Voilà. Mais Donc, tu dis Bardella trahir, mais qu'est-ce que tu veux il va jamais être accepté auprès des Républicains, Bardella. Ça a aucun intérêt pour lui de trahir. Il va juste être entre deux. Si Bardella part avec quelques caciques du RN pour faire une union des droites avec Retailleau, je le dis tout de suite qu'il sera accueilli les bras ouverts. Il sera accueilli comme un prince. Voilà. Si Et tu il... penses qu'il prendrait la première place Non, il prendra justement, et justement le fait Premier qu'il soit ministre? jeune, non. Enfin Bardella Premier ministre. Voilà, là, il peut devenir Premier ministre. C'est-à-dire il lâchera, par exemple, la présidence pour un Retailleau, ou, tu vois, parce que plus d'expérience, etc. Et lui, en plus, il a tout l'avenir devant lui. Et il sera. Et en plus, il aura. On est finito si ça se passe. Hein. Si ça se passe, c'est la pire des configs pour la gauche. C'est la pire des configs pour la gauche. Là, on est mort. Parce que là, on aura. La pire des possibilités, c'est qu'ils garderont une partie du vote populaire qui a toujours été de droite, qui avait voté Sarkozy en 2007, et ils l'additionneront avec le bloc des retraités et des gros racistes, tu sais, en haut, là où il y a Zemmour, etc. Et là, ils vont faire un bloc qui se retrouvera beaucoup plus central dans le graphique, et là, ils peuvent faire 30% au premier tour et avoir la dynamique derrière. Voilà. Donc là, c'est vraiment la pire des configs. C'est une union des droites autour de l'aile droite du macronisme. Et là, on peut arriver à un deuxième tour. Écoutez bien le chat dans cette config-là. Ah ouais, je le vois. Attends, je le dis. Le deuxième tour, c'est Vas-y. Retailleau, Philippe. C'est Voilà, ça? on peut arriver Oh, à ça. l'enfer du truc. Et là, ça fait très très mal. Voilà, là, ça Ah, fait ça me fait très trop très mal. mal. Chris qui va Parce que... appeler à voter Édouard Philippe. Non, mais voyez un peu l'horreur du Et truc, est-ce quoi. et est-ce qu'on serait. Est-ce qu'on pourrait faire passer. Non, on ne peut pas passer Édouard Philippe. Non, mais en fait, pourquoi je fais cette analogie-là? Parce qu'en fait, on est quand même dans une recomposition de la moïsation et tout. Et en fait, l'espace politique se cherche entre bah, une nouvelle gauche et une nouvelle droite, quoi. Une nouvelle opposition de blocs. Soit ce sera des blocs très radicaux, ce que dit Mélenchon, et ce que nous, on essaye de montrer, nous contre eux, quoi. Le bloc populaire égalitaire contre le bloc du pacte raciste, voilà. Soit, euh, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, on l'a expliqué, à gauche, il y a une bataille pour pouvoir l'emporter sur tous les gens progressistes, l'hégémonie de l'AFI sur le reste de la gauche, et on voit bien qu'il y a une bataille aujourd'hui. Euh, à droite, il y a une bataille qui est beaucoup plus dissymétrique, hein, qui est beaucoup plus, en faveur aujourd'hui du RN, mais qui est quand même un problème pour le RN, c'est-à-dire entre les reliquats du macronisme et des républicains et le RN. Voilà. Et donc, la question, ça va être, est-ce que euh, le RN, son handicap Le Pen, son côté coincé dans l'espace populaire qui l'empêche, avec sa concurrence avec Mélenchon, disparaît au profit d'un bloc de droite bourgeois populaire comme l'était Sarkozy, et ça c'est la pire des configs, ou
Ou alors est-ce que, de l'autre côté, pareil, est-ce que Mélenchon ou, à gauche, est-ce qu'un bloc Glucksmann, anti-Mélenchon va émerger? Voilà. Et en fait, on voit que, tout ça, ça se fabrique là, devant nous, devant nos yeux, et la condamnation de Marine Le Pen ouvre ces perspectives-là. Voilà. Tant qu'elle était là, l'espace était bloqué tel qu'il était. Elle allait pas se mettre à changer de ligne, à changer de stratégie, du tout au tout. Surtout que c'est des stratégies qui l'assurent d'être au second tour. Maintenant qu'elle est plus là, bah, ça a Ouais, de sa nouveaux espaces. stratégie, elle était hyper confortable. Bardella est dans une position un Exactement. peu de merde, hein. Enfin, il va Mmh. falloir qu'il fasse des choix et les choix, ils peuvent être très, très perdants pour lui, hein. Exactement. Il peut faire. Alors, il y a deux choix. Il y a soit le choix d'une forme de, comment dire, chiracien, si on doit faire un truc, euh, c'est-à-dire de choisir. Chirac a fait ça. C'est marrant ça. Chirac a fait ça en 74. Et d'ailleurs, moi, je trouve que Chirac jeune et je sais pas si tu as des photos, mais Chirac jeune et Bardella, ils se ressemblent. Et physiquement, quoi. Et ça m'amuse. Chirac, en fait, était dans le camp gaulliste. Et en 74, il choisit Giscard contre les anciens gaullistes, voilà, pour pouvoir arriver au pouvoir. C'est-à-dire qu'il choisit vraiment le centre droit qui était normalement comment dire, lui, il Son venait, tu concurrent. vois, il venait du gaullisme. T'as Giscard qui est le centre droit. Donc, si je vous fais un truc, imaginons les gaullistes, c'est Marine Le Pen, quoi, c'est le RN. Et vous avez un espace au milieu, je sais pas, Retailleau, Darmanin, voilà. Et Chirac, lui, dans le même espace, il a choisi justement Giscard en 74. Il est devenu Premier ministre, hein. Il est devenu Premier ministre de Giscard, hein, en 74 quand il est élu. Giscard, son Premier ministre, c'est Chirac. Pour tuer les anciens gaullistes et arriver au pouvoir. Et à la fin, il a pris l'hégémonie. Donc, Bardella est devant ce choix-là. Soit il fait ce choix de cette trahison, soit il fait le choix de rester dans l'espace de Marine Le Pen, auquel cas, il aura énormément de mal à gagner. Parce qu'il va se retrouver dans le même espace avec des gens du parti qui ne croient pas autant en lui que Marine Le Pen, avec des gens qui vont de droite, qui vont lui mettre la pression beaucoup plus qu'il la mettait à Marine Le Pen, sur l'économie, sur etc. Et on voit qu'il ne supporte pas la pression comme aux législatives. Et donc, il va avoir ce handicap. Donc la question c'est, est-ce qu'il est capable de trahir pour gagner? Moi, je pense que oui. Ou est-ce qu'il est capable d'être loyal pour perdre? Voilà. Et donc, voilà, devant quel choix Bardella est. Ouais, et dans tout ça, Macron, lui, qu'est-ce qu'il fait? Parce que Macron, j'ai l'impression qu'il a aucun choix. S'il veut pas représenter ce qui a l'air d'être plutôt vers quoi on se pointe, quoi, il va pas avoir de candidat macroniste en réalité. Même Édouard Philippe, c'est pas vraiment un candidat macroniste. Bah, en fait, Macron, lui, il a plus d'espace. C'est-à-dire que maintenant, il lui reste soit à attendre 2027 et à partir, soit partir plus tôt. Ça, c'est le graphique qui prévoit ça. Moi, je pense que le bloc bourgeois. D'ailleurs, il y a Alexis Kohler, hein, qui a toujours été là avec Macron, qui va démissionner du secrétariat général des de l'Élysée. Non, c'est vrai? Ah oui, ça a été annoncé, ouais. Je sais Ah, pas si. s'il nous Moi, je essaie de nous sais mettre tout, hein. Alexis Kohler, ça serait incroyable, hein. Donc là, il vient de démissionner, donc ou il va démissionner bientôt. En tout cas, il l'a annoncé. Donc on voit quand même que ça se délite chez Macron. On le voyait en fin d'année. Si là aujourd'hui le bloc Ah oui, bourgeois il va à la voudrait, Société Générale, ok. voilà, si là aujourd'hui le bloc bourgeois voulait, on va dire un peu troller la présidentielle et vraiment mettre le bloc de Bardella en difficulté, il faudrait qu'il démissionne très vite, quoi. Aujourd'hui, Bardella n'est pas du tout prêt pour pouvoir se représenter. Et il pourrait miser sur un cheval, comme je te disais, comme Retailleau, par exemple, qui a beaucoup de hype et qui mettrait très très en difficulté un Retailleau aujourd'hui. Et c'est pour ça que le RN passe son temps à lui taper dessus. Ils savent très bien que c'est un problème, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont vécu en 2007 avec Sarkozy. Un Retailleau aujourd'hui n'est pas trop entaché par le macronisme. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé dans une période où le macronisme n'était pas majoritaire, tu vois. Oui, oui, oui. Euh, Oui, oui, et puis il a même des fois des déclarations contre d'autres ministres. Enfin voilà, il a des déclarations très très border sur la droite, quoi. Exactement, tu vois.
Et, euh, et donc, il n'est pas entaché par le macronisme auprès de, je pense, beaucoup de l'électorat du pacte raciste qui votait Le Pen. Donc, une présidentielle anticipée avec un Retailleau candidat euh, du bloc bourgeois, un peu Fillon, quoi. Un peu Fillon 2017, qui était pas loin du deuxième tour, hein, Fillon. Euh, mais qui était un peu inadéquate dans la période. Un Retailleau, voilà, porté par toute l'ambiance raciste, qui trouve qu'il fait du bon boulot, etc. Face à un Bardella, bah moi, je donne pas cher de la peau de Bardella, hein. Je donne pas cher de la peau de Bardella. Donc clairement, on se retrouverait là avec de fortes chances, dans une config anticipée comme ça, d'avoir un Retailleau président très rapidement. Et un Retailleau président, autant vous dire qu'entre un Retailleau président et Marine Le Pen présidente, la bourgeoisie fait son choix tout de suite, hein. Fait son choix très, 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 très rapidement, hein. Voilà. Alors, on peut faire de l'Uchronie à long terme ou pas? Ouais, bah ça sert Dans à le ça. cadre d'un Retailleau président, est-ce que ça tue le Rassemblement national et ça fait reconfigurer et ça rebooste une gauche à la con, genre Glucksmann qui paraît oppositionnel sur les valeurs ou des trucs comme ça? En fait, à qui ça profite un Retailleau président, à part la bourgeoisie évidemment pendant 5 ans, tu vois? Mais qu'est-ce que ça donnerait d'après toi? Bah, en fait, ça dépendra de l'intensité. En fait, ce qu'on a vu, c'est que Sarkozy a donné un espoir. C'est pour ça que l'histoire des gens qui font croire qu'à un moment, les Ruffins, par exemple, qui sont vraiment des crétins de la politique, qui font croire qu'à un moment, les ouvriers votaient à gauche puis sont partis à l'extrême droite. Non, il y a toujours eu des gens qui votaient. Moi, je suis revenu aux gaullistes tout à l'heure, qui ont toujours voté à droite et une droite très à droite. Parce que moi, je considère que le gaullisme est une droite très à droite, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui. Euh, et donc, il y a les populations, par exemple, dans l'Est, ont toujours voté beaucoup à droite, alors qu'elles sont très ouvrières. Euh, Ces gens-là ont un rapport au travail, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, très libéral, très méritocratique, très petite propriété, etc. Euh, Ça, et aujourd'hui, en 2007, Sarkozy a été leur espoir. Sarkozy a été leur espoir et il a fait une vraie stratégie justement pour aller capter ces gens-là. C'est-à-dire avec Henri Guénaud qui cite du Jean Jaurès, tu vois, et Patrick Buisson. C'était ces deux ailes, Guénaud et Buisson, c'est-à-dire très identitaire, presque le grand remplacement avec Buisson, et très la France, Jaurès, le peuple du travail. La France qui se lève tôt, tu te rappelles, c'était ça, comment ils valorisaient les travailleurs, Ouais, ouais. Sarkozy. Ouais, la Ouais, France travailler plus pour gagner plus. travailler plus pour gagner plus, c'est là où on voit que la gauche était faible, hein, parce que pas être capable de démonter un truc comme ça. Travailler plus pour Ah, gagner plus, ça veut pour dire pousser les gagner pour, hein. pareil. Mm. Non, mais tu vois, bref, quand on est de gauche, on travaille pareil pour gagner plus, hein, ou on travaille moins pour gagner autant. Mais travailler plus pour gagner plus, c'est gagner pareil. C'est pas une conquête, quoi. Euh, ouais, donc pour revenir à ça, donc Retailleau pourrait être dans une nouvelle configuration, former un bloc autour de lui qui serait cohérent. Et il y a une population pour ça. Et qui serait dans le graphique, tu sais, il serait un peu plus à droite et un peu plus au milieu que l'est Le Pen, mais pas autant au point de Zemmour. Tu vois ce que je veux dire? Il ferait la Oui, oui. jonction entre les deux, donc il serait à peu près là. Euh, mais après, si lui refonde une droite là-dessus et qu'il arrive au pouvoir et que il résout pas le problème de la crise du mode de production, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des gens, l'inflation, la désindustrialisation, le chômage et tout, ce sera comme Sarkozy en 2007. Il fera réémerger une extrême droite, une droite à sa droite, quoi, hein, qui voudra encore plus de racisme pour pouvoir résoudre la crise, quoi. Bien Voilà. sûr. S'il arrive à peu près à relancer la machine, ce qui n'est pas impossible, tu vois, avec un espèce de protectionnisme, de ce qu'on a dit nous, tu sais, protectionnisme, une réindustrialisation Ouais, par la pseudo-souverainiste, quoi. pseudo-souverainiste, mais Il c'est-à-dire en mode mettra, il mettra Kuzma, ministère de la réindustrialisation. ça, Et comme ça, ils seront contents. Ils auront le voilà. même projet que Retailleau, ils seront contents. Ouais, et tu sais, avec des gens, avec, tu sais,
une baisse du chômage par supprimer toutes les allocs, mettre les gens au turbin de force, etc. Ouais, ouais. Il peut refonder une droite autour de ça qui serait pérenne, quoi. Voilà. Et à côté de ça, une droite comme ça, tu vois, autant, tu vois, quand tu avais un bloc central comme Macron, qui était un peu entre les deux, entre la droite et la gauche, bon, maintenant il est plutôt entre la droite et la droite, entre la droite et l'extrême droite même, il n'y avait pas d'espace pour la gauche de centre. C'est pour ça qu'elle a disparu. Parce qu'il y avait l'espace pour Mélenchon et puis il y avait l'espace pour Macron. Mais si au demain ce bloc central disparaît et qu'on se retrouve avec une droite dure, un bloc de droite dure à 30-35, et ben là, il va se créer un espace de centre-gauche qui peut exister. C'est-à-dire que peut-être à côté d'un Retailleau, je sais pas ce qu'en pense le chat, à côté d'un Retailleau, Glucksmann paraît de gauche. Tu vois, à côté d'un Macron, on sait pas trop faire la différence. Bah, oui, Mais oui, à oui. côté d'un Retailleau, Non, mais c'est Glucksmann le risque, paraît hein. de gauche. C'est ça le C'est truc. il y a un risque à long terme, je trouve, Mm. Il y a un d'avoir risque à long un Retailleau comme ça, tu vois? il y a un risque à long terme, non pas d'avoir la sortie de la moïsation comme un bloc pacte raciste et un bloc vraiment socialiste, enfin, ou au moins une vraie bifurcation qui est Mélenchon, mais d'avoir une recomposition républicain-démocrate, tu vois, avec une droite très dure de gouvernement et une gauche molle à la démocrate, très Glucksmann, qui trouve ça bien d'envoyer des armes, de faire la guerre, de soutenir un génocide en Palestine, qui trouve ça un peu trop d'augmenter le SMIC, qui trouve ça un peu trop de réduire le temps de travail parce qu'il faut quand même qu'on soit compétitif, tu vois. Ouais, on peut se retrouver avec une sortie de la mobilisation qui soit pas le eux contre nous de Mélenchon, mais qui soit le républicain le Trumpisme contre le Bidenisme, quoi. Et là Oui. normalement, tu dois dire à l'enfer. Ah non, 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 mais il y a grave moyen que ça se recompose comme ça si c'est le cas. C'est pour ça que c'est pas jouissif. Et quelles sont les possibilités pour la gauche là-dedans? Alors, Est-ce que ça change des choses pour nous, tu vois? Parce que là, ça change des choses quand même dans l'univers de droite, mais est-ce que ça change des choses dans l'univers de gauche? est-ce que ça change les choses dans l'univers de gauche? Bah, dans l'univers de gauche, pour quelqu'un comme Mélenchon, le fait de ne pas avoir Marine Le Pen, c'est un problème. Euh, Parce que justement, si, c'était pour lui un moyen quand même de trianguler bah justement ce eux contre nous, quoi. Si demain elle disparaît et que il n'y a plus cette lutte interne au sein de la droite et de l'extrême droite, parce qu'il y a une lutte interne au sein de la droite et de l'extrême droite, c'est quand même aussi un avantage pour la gauche, et qu'elle se refonde autour d'un bloc, bah, je te dis Sarkozy 2007, on va se retrouver avec euh, un bloc Mélenchon qui peut se retrouver isolé. Voilà, qui peut se retrouver isolé. Et tu l'as bien dit ce matin, c'était très intéressant. Ce bloc, en se refondant Sarkozy 2007, pourra laisser sur le carreau certaines populations, on va dire les plus prolétaires, voilà. Ils ont tellement été matrixés depuis 15 ans par le racisme, c'est pas sûr qu'ils soient récupérables par Mélenchon. Tu vois, il y a encore 15 ans, le pacte raciste était encore pas autant hégémonique. Maintenant qu'ils sont ultra gangrénés par ça, ça va être compliqué. C'est-à-dire que ils étaient chez Le Pen, ils vont se rendre compte que c'est des tous pourris, des corrompus, etc. Et au final, cette corruption va peut-être les dégoûter de la politique. Il va pas pour autant aller chez Mélenchon. Voilà. Donc ça, c'est un risque, c'est que Mélenchon reste dans son espace autour de 20-22, que le bloc central disparaisse au profit d'une droite dure centrée sur un Retailleau, et donc laisse beaucoup plus d'espace pour une gauche à la Glucksmann, quoi. Parce que la config pas dû de l'affrontement des deux gauches face au bloc RN, elle est intéressante quand il y a le bloc RN. Si demain, le bloc RN disparaît, que le bloc de droite apparaît comme beaucoup plus acceptable par le centre, euh, et que Mélenchon se retrouve tout seul dans un espace populaire égalitaire, eh ben, ça va donner beaucoup plus de force à notre gauche de centre type Glucksmann, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Et surtout que tu vois, le système médiatique avait cette espèce de double pied, genre le fer à cheval, Mélenchon-Le Pen, c'est pareil, etc. Si Le Pen disparaît, et vous voyez, il ne traite pas Bardella et Le Pen de la même manière, avec son nom, avec l'histoire, avec son père, etc. Et que, bon, si Bardella reste avec le RN, il portera l'héritage du RN, mais s'il se refonde dans une droite, alors là, il n'y aura plus qu'un seul et unique ennemi, ce sera Mélenchon. Et là, ce sera le pire ennemi de la République, c'est Mélenchon. Si Ouais. demain, imaginons Retailleau recapte le bloc de Marine Le Pen, bah, il est clair et net que personne n'ira dire « Ah, c'est le nouveau fascisme », tu vois. Ouais, ouais, carrément, carrément. Bon, on peut peut-être s'arrêter là pour cette capsule. Et on peut s'arrêter là pour cette capsule. Ouais. Donc moi, pour conclure, moi, la sanction de Marine Le Pen, je la trouve totalement motivée et légitime. Et comment dire, mes yeux sont secs, hein, comme elle dit Zoé. Euh, ça va pas m'empêcher de dormir, au contraire. Mais c'est croire que c'est une bonne nouvelle pour la gauche Mélenchon, enfin la gauche de transformation, c'est pas vrai, quoi. Ouais. Carrément, carrément. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne PADU, PADU, aller voir Position Revue, à vous abonner sur Position Revue sur Twitter, Blue Sky, à nos Twitter, nos Blue Sky, mon Insta. Et n'hésitez pas à aller voir aussi la dernière vidéo de la chaîne principale dans les pas de Ludivine Bantini. Et sur ce, je vous dis à plus. Je dis pas à plus, Chris.